Au fil du temps, dans les démocraties occidentales, on avait édifié la liberté d'expression comme un principe très important pour atteindre ensemble ce qui ressemble à une vérité. Et qu'on était capable d'atteindre cette vérité seulement en tâtonnant, en permettant à chacun de s'exprimer. Donc John Stuart Mill, il explique que par exemple toute forme de censure, c'est un vol fait à l'humanité, parce qu'on vole une partie du chemin qui nous rapproche de la vérité. Et que si on ne permet pas à des avis divergents de s'exprimer, ça veut tout simplement dire qu'on n'est plus capable d'identifier et de s'en approcher, et qu'on crée ce qu'on appelle des dogmes morts. Quand il y a des choses qui sont présentes dans la société, qu'on n'a plus le droit d'en parler, tout simplement, il se peut qu'on se soit trompé, et que les preuves qu'on avait au moment T où on a atteint cette vérité du moment, elle ne s'avère pas vraie avec le recul, et que donc tout simplement ce refus d'accepter les avis contradictoires, d'en discuter ensemble, même d'aller à la conférence de ce professeur, je ne connais pas bien ce qu'il défend, mais tout simplement d'aller à sa conférence et de lui poser la question, ou même de dire de manière très critique que sa thèse n'est pas convaincante, et donc de manière rationnelle, en se basant sur une approche qui veut que ce n'est pas tellement le messager qui est important, mais le message, et que n'importe quel message peut être porté par une personne en ayant des arguments rationnels, et que, quelle que soit la personne, ce message peut en tant que tel se rapprocher de la vérité. Cet engagement contre cette façon de débattre et d'atteindre ensemble la liberté est inquiétante. Ça veut aussi tout simplement dire que l'aspect rationnel n'est plus important, et que finalement l'émotion, qui est le contraire de l'intelligence, l'intelligence c'est la capacité, certes d'être heurté par un propos, même d'être vraiment touché, de trouver que le propos est abject, mais d'accepter qu'on va le contrer par des arguments et pas par la violence. Et ici, la mise en avant de l'émotion comme critère pour interdire la parole d'autrui, déjà, il est complètement arbitraire. Ça dépend forcément de votre sensibilité à l'émotion, et surtout qui définit quel genre de parole est du coup autorisé ou pas. Parce qu'il y a une violence objective qui a été ressentie par ce professeur, quelles que soient ses idées, qu'elles soient bonnes ou pas, il a objectivement été violenté. Et la vingtaine de participants n'a pas pu assister à une conférence, tout simplement parce qu'une troupe de personnes a jugé que ces idées n'avaient pas le droit de s'exprimer. C'est-à-dire que de placer le curseur non plus sur le débat rationnel et l'échange d'idées, quel que soit le messager, mais de s'intéresser au message et de mettre en avant les émotions liées à la personne, déjà ça va à l'encontre de la manière dont on a avec le temps souhaité atteindre la vérité ensemble. Et ça pose plus généralement un problème qui est théorisé par différentes personnes, notamment par Eric Fromm dans son livre sur la peur de la liberté. Il explique qu'au fil du temps, on avait plutôt des pressions extérieures sur notre liberté. Donc soit l'Église limitait notre liberté, soit notre famille, soit l'environnement social, et qu'avec le temps, on s'est débarrassé de cette pression extérieure et que l'individu s'est retrouvé de plus en plus face à lui-même, face à sa liberté intérieure. Et dans les sociétés occidentales, avec des individus plus isolés qu'auparavant, où la famille a moins d'importance, où le collectif, l'Église, l'État ou un roi n'a plus d'influence sur notre famille, on est confronté face à nos propres choix. Et face à cette confrontation de notre propre choix, il y a deux stratégies. Soit on accepte la haute responsabilité qu'on nous confère, et du coup on fait des choix en connaissance de cause et on les assume, quitte à se tromper, quitte à parfois être confronté à des avis divergents qui peuvent nous offenser. Ou soit on refuse d'admettre que ce nouveau statut où on a notre propre liberté intérieure et de l'affronter, et du coup on cherche une nouvelle entité à laquelle se soumettre. Et le genre de mouvements qui interdisent des conférences de manière préventive. Donc finalement, ils veulent faire taire la parole avant qu'elle soit exprimée, ce qui paraît orwellien et même dangereux, tout simplement, parce que peut-être que le professeur était d'accord de nuancer et de discuter et d'expliquer que certes, il s'est trompé sur certaines choses, j'en sais rien, mais il était peut-être même ouvert à un dialogue ouvert. Et ça fait que quand on refuse d'admettre la possibilité d'être confronté à sa liberté intérieure, on essaye de se soumettre, notamment dans ce genre de mouvement, à des nouvelles pressions, à des nouveaux groupes. Donc il y a une possibilité de se soumettre, c'est de se soumettre au conformisme, de se soumettre à l'avis majoritaire du moment. C'est ce qui s'est passé notamment pendant le Covid. Pendant le Covid, une majorité de la population jugeait que c'était très important et vital de se vacciner et que tout le monde devrait suivre cette opinion. Et donc, en se conformant à la majorité, on a essayé de casser, entre guillemets, la minorité qui existait, qui ne se vaccinait pas. Donc ça, c'est une façon de faire, se conformer à la majorité et de complètement ostraciser les gens qui pensent différemment, parce que les gens qui pensent différemment, même s'ils se trompent, en fait, ils se rappellent qu'une alternative est possible, et du coup, ça fait une sorte de dissonance cognitive, et ça nous rappelle violemment qu'on ne veut pas assumer la possibilité qu'il y ait des avis divergents. Et une autre façon de réagir face à cette liberté individuelle nouvelle qui place l'individu dans sa spécificité et son individualité, c'est de rejoindre des mouvements qui assignent à résidence des individus et qui jugent qu'en fonction de son origine ethnique, en fonction de son orientation sexuelle, on fait partie d'un groupe et qu'on n'est plus un individu dans ce groupe-là, mais qu'on a des intérêts en tant que groupe. Et ça mène très concrètement à des réactions violentes en expliquant que tel et tel groupe n'a pas le droit d'être stigmatisé et qu'on a le droit de faire taire des paroles parce que la stigmatisation mène à des
des aspects négatifs pour cette communauté-là. Et du coup, en réaction violente communautaire, on refuse d'admettre que la diversité est possible et que l'intérêt de ce groupe-là est plus important que le débat ouvert d'idées. Comment on réagit face à ça? Bon, il y a pas mille et une façons déjà de ne pas être relativiste face à la violence. C'est un cas intéressant, ce qui s'est passé à l'Université de Genève. Dans un premier temps, l'université a réagi avec une certaine fermeté en expliquant qu'ils allaient porter plainte et que ce genre de comportement allait à l'encontre de ce qu'ils estimaient être un endroit où on peut discuter, un endroit où on affine son esprit critique, où on n'utilise pas de la violence pour faire taire un opposant qui ne partage pas nos opinions. Et avec le temps, ils ont adouci leur position et ils ne se sont pas rendus compte que les mouvements qui sont face à eux, ils ne sont pas du tout là pour changer à la marge le système, mais ils sont dans une approche complètement différente où le débat rationnel n'a pas d'intérêt, où l'universalisme n'est plus du tout souhaité, où certaines opinions peuvent être interdites a priori. Et donc elles sont dans une volonté de reprendre le pouvoir. Et l'université, en revenant en partie sur sa position, n'a pas du tout compris qu'ils étaient face à un mouvement qui, à petit feu, allait imposer leur façon de voir dans l'université. Et que si on accepte aujourd'hui qu'une conférence peut être interdite de manière violente, il y aura mille suites et mille fois la même chose dans le futur. Donc déjà, de ne pas être relativiste et de ne pas admettre qu'interdire une conférence sur des bases violentes soit tolérable. Et tout simplement, on n'est pas une société où les gens ne débattent pas mais se tapent dessus ou se font taire par la violence, et que ce n'est pas un acte banal, que c'est réellement choquant et que c'est contraire à l'intelligence. L'intelligence voudrait qu'on contre les arguments par la parole, par la démonstration. Moi, j'en sais rien, peut-être que son livre est très mauvais, et peut-être que si son livre est très mauvais, c'est facile de le contredire. Et c'est aussi une formule connue de François Sureau, c'est qu'en agissant de la sorte, on montre finalement que la liberté de notre prochain nous importe très peu. Et que si on refuse d'être heurté ou même d'être touché par la parole de l'autre, on n'a aucun cas de la liberté, on ne la respecte pas. Parce que la liberté, c'est forcément une possibilité pour chacun d'exprimer son opinion, et l'opinion d'autrui, elle a le droit, et elle doit même, avec le temps, être différente de la nôtre. Et face à cela, soit on réagit de manière ouverte et rationnelle, avec des arguments, ou alors on décide qu'on ne veut pas discuter avec cette personne-là, mais la faire taire, ça va à l'encontre même de l'idée qu'on est des individus avec une éducation et capables d'argumenter rationnellement. Donc selon toi, au nom de cette recherche collective de vérité, la liberté d'expression devrait être totale, sans aucune limite? Il y a des théories différentes qui s'affrontent. John Stuart Mill, qui était un défenseur et qui est connu pour cette position, qui s'engageait à l'époque pour la liberté totale. Mais pour lui, la liberté d'expression, elle se définissait pas pour n'importe quel propos. Lui, il était pour la liberté totale de propos qui comportaient une thèse, qui comportaient une idée, qui comportaient des arguments. Et il n'était pas, par exemple, pour la liberté totale des injures et des invectives, parce qu'il a l'impression que ça apportait rien au débat. Donc on peut déjà nuancer, on peut dire que n'importe quelle opinion doit pouvoir être exprimée à condition que ce ne soit pas simple, enfin qu'elle contienne un axiome, qu'elle contienne une idée, qu'elle contienne un propos. Donc typiquement, le livre de ce professeur, qu'il soit bon ou mauvais, contenait une idée, donc il doit être contré par des idées. On peut donc être pour la liberté totale des idées et juger que les invectives ou les insultes peuvent être limitées tout simplement parce qu'elles apportent rien. Ça pose ensuite la question de la difficulté de définir ce qui est réellement une insulte, à partir de quoi on est dedans, et surtout qui la contrôle. Et je pense que c'est illusoire. On a vu que chaque fois qu'on confiait ce pouvoir à des entités politiques ou autres, ça se passait soit très mal parce qu'on commençait à censurer des propos d'opposants et que très vite on était dans des critères arbitraires. Donc moi je serais pour la liberté absolument totale de l'opinion, avec peut-être une réserve sur la diffamation, parce que la diffamation elle porte atteinte à ton capital économique ou à ta réputation, qui peut être ton métier, et donc de manière active un concurrent pourrait te porter préjudice en répandant des bêtises ou des choses fausses sur toi, et du coup ça peut réduire ton capital économique. Et dans ce genre de cas-là, je serais par exemple tout à fait d'accord qu'on puisse porter plainte et avoir un droit à réparation. Donc sur la diffamation, j'ai une nuance, mais sinon sur n'importe quel propos, même les propos abjects et les plus bêtes de Donald Trump qui raconte n'importe quoi, si on ne peut pas les contrer par des arguments, ça se transforme en dogme mort. En fait, on a décidé que Donald Trump était un abruti, mais on ne le prouve même plus. Et ça veut dire que tout simplement, les gens qui pensent que Donald Trump ne dit pas des conneries, ils se retrouvent entre eux dans des cercles plus clos et ils se confirment à chaque fois qu'ils ont raison entre eux. Ils ne sont plus jamais confrontés à la différence, à l'aspérité, aux arguments d'autrui, et ils ne se rendent pas compte peut-être qu'ils défendent des conneries parce que personne ne peut leur démontrer, tout simplement parce qu'on a décidé qu'il n'y avait plus de débat.